Bienvenue sur ce stream spécial avec une super invitée. Et un super hôte. On va se faire que des compliments pendant tout le live. Ouais, on va se saucer après. Donc Madeleine Légende façon Génie, vous avez lu le titre. Donc @Mats_Rousset, abonnez-vous. Merci d'avance. Voilà, qui fait elle-même du contenu, des reels, où elle parle de tout ce dont on va parler. Donc abonnez-vous, suivez-la, soutenez-la. Alors on m'a Voilà. vu dans un reportage, probablement celui d'Ok Charlotte, sur lequel Exactement. on avait fait un petit débrief. En effet, elle avait sorti son truc où elle suivait un peu Calamy, t'as parlé d'OnlyFans, etc. Et du coup, t'étais venue parce que t'apparais dans le truc et tu voulais aussi porter une parole aussi sur les conditions de vie. Dans le reportage d'Ok Charlotte, le truc c'est que j'apparaissais un peu comme le contre-discours de attention, TDS, c'est tout beau, c'est pour rose. Mais le truc c'est que c'était un peu les extraits les plus dramatiques qui étaient sélectionnés. Et du coup, ça donnait l'impression que je disais oh là là, le TDS c'est violent et je le vis très mal. Or, c'était le travail en général que je vivais comme une violence. Et ce qui m'inquiétait, et ce qui m'inquiète toujours actuellement, c'est l'idée de la reconversion. Parce que d'être confrontée à la société, etc., en tant qu'ex-travailleuse du sexe, c'est quelque chose qui comporte une violence de dingue. Et même encore, là, au quotidien, sans chercher activement encore à me reconvertir, je me rends compte de plus en plus que le stigma, c'est juste horrible à tenir, quoi. Et c'est pour ça que j'étais dans le dur pendant l'interview avec Charlotte, et c'est ces extraits-là qui ont été retenus. Et du coup, je trouvais ça quand même important de venir débrief pour pas que tout le monde ait l'idée que oh là là, la pauvre, il faut absolument la sauver. J'avais l'impression du coup qu'il y avait Calamité, un peu la success girl, tu vois, et moi, la pauvre petite victime qui vit trop mal le truc. Et on a tendance à se référer à elle pour dire vous voyez, le TDS, c'est une violence, c'est du viol tarifé, c'est du machin. Bon. Et qui rentre dans le débat entre la glamourisation d'un côté et la misère de l'autre, voilà, etc. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que tu as un discours un peu plus politique. Et notamment, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu une proposition de loi qui a été débattue et votée au Sénat de la France, de notre belle République. À l'Assemblée nationale. Ouais, pour vous faire chier, quoi. Globalement, pour vous pourrir la vie. Ouais, pas qu'il peut. Ouais. Et donc, on va parler de tout ça. On va débriefer un peu. On va déjà vous expliquer de quoi il en retourne. Et ça va être comme, un bon follow-up des Awa Talk qu'on a fait. On a beaucoup parlé de pornographie, de OnlyFans, de TDS en ligne, en fait. Voilà. Et vous inquiétez pas, on va aussi bientôt parler de TDS en rue, en présentiel, comme on peut dire. Mais du coup, ça permet aussi de continuer un petit peu le truc qu'on avait commencé sur Zawa Prod avec les différents Zawa Talk qu'on avait fait avec Nonor, avec Madeleine, etc. Et voilà, on va parler de trucs, en vrai, on va parler de trucs un peu genre législatifs, mais qui ont des impacts aussi de vie réelle et qui sont pas aussi, c'est pas aussi ardu que vous le pensez, hein. Ça va être accessible en tout cas. Oui, parce que la Mita, elle avait pas fait une vidéo sur les banques à quel point c'est dur d'ouvrir un compte. Oui, si, je l'ai vu. Et c'était vraiment très carré. J'étais contente de voir qu'elle parlait de ça. Et franchement, la vidéo est très cool. Je vous la conseille, vraiment. Et il y a des gens qui prétendaient qu'elle exagérait un peu le trait, etc. Mais non, on est vraiment obligé de se planquer pour ouvrir des banques. Si t'es en auto-entreprise, t'es fichu parce que suffit que le banquier il tape le nom de société d'OnlyFans ou autre. Et s'il te snipe, tu vires, quoi. Et ouais, c'est très chiant. Mais justement, ça tombe bien parce que du coup, cette proposition de loi avancée par Marie Mercier risque de nous foutre encore plus dans la merde à ce niveau. Exactement. Et c'est marrant parce que c'est une proposition de loi qui fait énormément lien avec la législation déjà existante pour le travail du sexe en présentiel et pour le travail du sexe en ligne, alors que d'habitude, et quand on en avait parlé les fois précédentes, que ce soit quand j'avais reçu Sarah Marie et Thierry pour Mon Gros Cerveau, que quand on avait parlé avec Ok Charlotte et tout, qu'il y a un peu souvent une distinction qui est faite entre la prostitution, on va dire, et le monde plus de la pornographie, du OnlyFans, etc. Et que de plus en plus, il y a la loi qui essaye de brouiller cette frontière-là au nom de la protection de l'enfance, etc. Enfin bref, on va vous parler de tout ça. En plus avec Macron qui veut mettre en place une vérification d'identité. Bref. Et puis en plus, maintenant que le porn commence à bien essorer le sujet, on passe aux jeux vidéo. Protéger les enfants des jeux vidéo. Des jeux vidéo, c'est le retour des jeux vidéo ? Ils commencent à lancer en gros des études pour voir quels sont les effets des jeux vidéo sur les enfants. À tous les coups, il va falloir vérifier ton identité pour aller acheter des jeux vidéo sur Steam, quoi. C'est vraiment pousser, prendre tous les prétextes possibles de la protection des enfants, machin, pour pousser à une vérification, pousser à des outils de contrôle, de surveillance et surtout lisser les discours parce que tu vas vouloir éviter qu'il y ait des restrictions sur ton contenu, quoi. Déjà, petit sondage dans le chat, qui est client ? En vrai, non, vraiment, premier degré... Pas de jugement, hein. Moi je trouve ça basé de payer pour son contenu. Oui, bah oui. C'est quand même
le truc le plus éthique. Je parle porno avec mes potes librement, mais jamais je dis que je dépense là-dedans. Oui, ouais. Oui, Il y a un vrai tabou, hein, Mm. c'est fou. J'avais aussi remarqué sur un autre domaine un peu qu'il y a des gens qui ont honte enfin, ils disent qu'ils ont honte de consommer du contenu ASMR. Pas porn, hein. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais compris pourquoi. Je peux sais voir pas, un stigmate de fétichisme peut-être? J'ai l'impression que c'est plus dans le sens aveu de faiblesse, non-accès à une forme de tendresse ou de ressources émotionnelles, je sais pas comment expliquer ça, mais Ah j'ai l'impression qu'il y a peut-être un oui. peu de tout ça, tu vois, et que c'est un peu du coup la même Hmm. dynamique qui se En joue mode, tu avec te les TDS virtuels. out comme étant en détresse affective Ouais, et voilà. que du coup t'es encore plus dans le bas du panier. Genre c'est même pas que tu baisses pas, c'est qu'en plus t'as rien quoi. Ouais, Genre, t'as tellement rien que t'es obligé d'avoir recours à une figure virtuelle pour assouvir tes besoins émotionnels et ou sexuels. Et pourtant paradoxalement les masculins ils font que parler de l'épidémie de solitude masculine. Mais justement ce qui est marrant c'est que c'est les premiers à traiter de simp les gens qui payent pour le contenu et plutôt à vendre des formations pour se faire justement les fameux proxénètes 2.0 quoi. Justement eux devenir un petit peu ce Mac mastermind qui a plein de meufs qui manipulent et tout quoi. Ouais, mais là c'est lui qui gère et c'est un boulot particulier. Enfin voilà, Oui. tu peux pas comprendre. Mmh. Cassandre, Pardon. non, tu peux pas comprendre. Ça c'est du vrai boulot. Non mais c'est le business, moi je... C'est une vraie logistique derrière tout ça. Oui, c'est vrai, c'est un savoir-faire en fait. Voilà, exactement. Qui demande beaucoup de travail. D'ailleurs, elle devrait, vous devriez les remercier en fait, les agents. Parce je suis d'accord. Parce qu'ils font beaucoup de travail pour vous. Hein. Ouais. J'ai une anecdote, pas plus tard que ce week-end, faire la fête avec des potes, on rencontre des gens très sympas. Il y a une petite meuf, Mimi, et elle me dit, bah voilà, je me lance un peu dans le TDS et tout. Et elle me dit, bah, du coup, j'ai un OFM, je vais pas trop rentrer dans les détails Donc au cas OFM, où, mais c'est OnlyFans Manager. OnlyFans Manager, voilà. Le mec, et apparemment, elle m'a dit, c'est un peu ce qu'ils demandent tous, lui tire 70% de ses revenus. 70%? Tout ça pour faire ça par une IA? C'est ce que je lui ai dit. Oui. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais meuf, il y a aucun monde où ce mec a les moyens de justifier de te tirer 70% de ce que tu produis, en fait. Enfin, on en revient au truc un peu marxiste, quoi. C'est toi la force de travail, c'est toi le moyen de production. Même les agents de cinéma, ils ont que 10%, c'est littéralement le titre de la série. Je lui ai dit, écoute, prends mon Insta si t'as le moins de besoin, mais voilà. Bah, on va en parler, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi dehors, c'est aussi l'isolement un petit peu d'une grande partie aussi des travailleuses en ligne. Isolement social, dépolitisation, enfin je suis passée par là à mes jeunes années et jusqu'à encore très récemment, hein, et c'est pour ça aussi qu'on essaie un peu de s'auto-organiser, de se mobiliser pour dire ouais les filles, on peut faire ça, et on explique ça, et mettons-nous au commun pour avoir des ressources communes et apprendre communément. Ça sert à quoi un OFM? Il fait quoi? Ah oui, très bonne question. Qu'est-ce qu'il fait l'OFM Manager pour demander 70%? Rien. Littéralement rien. Enfin, après, j'imagine qu'il doit gérer un peu, le fait de poster le contenu, de promouvoir le contenu. Il doit probablement gérer le chatting ou le sous-traiter auprès de Book qui va payer 10 centimes de l'heure, ou alors une IA, voilà. Pour elle, c'est une tranquillité d'esprit de ce qu'elle me disait. Mais bon, je lui ai dit, écoute, voilà mon contact. Je lui ai donné le contact d'une autre collègue qui a un peu vécu des trucs avec les OFM, et je lui ai dit surtout, tu n'hésites pas. Enfin, je pense vraiment que la communauté, pour nous, les TTDS, c'est vraiment notre plus grande force, et que c'est vraiment une force à exploiter actuellement. Faut vraiment se soutenir les unes les autres et mettre en commun toutes nos ressources et toutes nos connaissances pour s'aider, parce que personne d'autre le fera en fait. Et TTDS, ouais, je vois qu'il y a des gens qui se posent la question, c'est télétravailleuse du sexe, pour faire la distinction en gros avec les TDS du réel. De toute manière, dès qu'il y a manager dans le nom, on sait que c'est de l'arnaque. Oui, bah oui. Mais voilà, tu vois, ça c'est intéressant. C'est de l'arnaque. Oui. On parle pas de proxénétisme, on parle d'arnaque. Oui. Bah du coup, est-ce qu'on en vient au vif du sujet? Bah vas-y, rentrons dans le vif du sujet. Allez, bah déjà, on a déjà un petit peu parlé, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Quel travail fais-tu? C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et parle-nous un petit peu de voilà, c'est quoi être TTDS? C'est quoi tes conditions d'exercice et d'existence? Et pour l'instant, le cadre légal actuel, c'est quoi un peu la situation? Je suis Madeleine Rousset, je suis TTDS, donc télétravailleuse du sexe, c'est-à-dire que j'exerce principalement sur OnlyFans, mais sur d'autres plateformes à abonnement. Je suis aussi présente sur les tubes, c'est-à-dire les sites porno gratuits. Mon background, j'ai grandi dans une famille très prolétaire, donc famille d'ouvriers, de mineurs, etc. Là, actuellement, j'estime que je suis parmi les plus privilégiés des TTDS en France. J'ai un peu connu une certaine ascension sociale qui fait que maintenant, je me sens assez privilégiée pour prendre la parole et défendre
défendre mes collègues parce que c'est aussi un vrai truc, ça. Des travailleuses du sexe, généralement, que ce soit virtuel ou réel, qui ont peur de prendre la parole parce que c'est éventuellement encore plus de stigma, c'est du doxing, c'est du harcèlement, c'est tout ce que tu veux, c'est le risque de se faire reconnaître, etc. Donc, pour moi, c'est essentiel de spin et de dire, voilà, les TDS, on connaît ceci, cela, etc. Et j'ai aussi appris à me politiser assez récemment, ce qui fait que je me suis beaucoup intéressée à ça. Et c'est venu comme une évidence, le fait qu'il fallait défendre notre groupe social, quoi, parce qu'on est vraiment un groupe, une communauté hyper ostracisée, marginalisée, stigmatisée, tout ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, légalement, ça se passe comment pour l'instant? Avant qu'on passe à la proposition de loi qui a été votée au Sénat, on va vous expliquer un petit peu le contenu, tout ça. Mais déjà, légalement, c'est quoi le cadre en mode comment t'es enregistré à l'URSSAF et à quel point c'est légal / illégal? Comment est-ce qu'on est dans le cadre légal actuel? Alors, un peu comme avec les banques, il faut un peu se planquer, il faut un peu contourner parce que dans tous les cas, même si c'est légal, c'est très lourdement stigmatisé. Voilà, moi je suis un peu genre production audiovisuelle, grosso modo. Je vais pas trop rentrer dans comme les Zawa détails. Prod. C'est un peu l'idée, Ouais. je vais pas donner l'intitulé exact. Oui. Du coup, statut légal, c'est légal. J'ai une société, tout ce que tu veux et tout, donc ça, il n'y a pas de souci, mais il faut être très vigilant parce que, comme on disait, la vidéo de Calamité l'a bien montré, tu te fais virer des banques dès qu'on capte que tu fais du cul. Par contre, l'URSSAF est bien là pour te taper tes cotisations, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, c'est légal, il n'y a pas de souci, mais c'est hyper stigmatisé, donc il faut vraiment faire ça un peu en soum-soum, quoi. C'est ça qui est intéressant parce que on parle beaucoup, et en vrai, pour le TDS en présentiel, même fois 1000 aussi au niveau de même parfois des risques physiques, etc. Mais il y a toujours cet entre-deux où techniquement c'est pas interdit, hein, voilà, ça avait été la grande avancée soi-disant de la loi de 2016 dont on va reparler après, sur le fait de dire on réprime les clients et pas les travailleuses, etc. Mais en réalité, même si techniquement c'est légal, en fait la stigmatisation se charge du reste quand il n'y a pas une loi absurde qui est rajoutée pour mettre des bâtons dans les roues dont on va parler, qu'est-ce que ça arrive, voilà. Mais donc voilà, où la stigmatisation fait loi en fait aussi à sa façon. Ouais. Et du coup aussi aux conditions de travail, puisque j'imagine que c'est un statut qui est proche de l'auto-entrepreneuriat, voire de la micro-entreprise pour beaucoup de personnes. Et du coup, pas de droit du travail, pas de droit au chômage. Ouais, non. Mais oui, Nonor, c'est les 10 ans de la loi de 2016, on va y venir justement. Justement, pourquoi c'est la merde? Pourquoi c'est la merde? Parce que, alors ce qui s'est passé, c'est que le Sénat a déposé, alors je sais plus laquelle sénatrice qui l'a déposé. C'était Marie Mercier. On va y venir à la loi de 2016. On va revenir Il y a un parallèle intéressant à faire, on va le faire. On va d'abord parler de ce qui se passe aujourd'hui, après on fera le parallèle. Donc il y a une sénatrice Les Républicains qui a déposé une proposition de loi au Sénat visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne. À la base, ça concernait aussi l'achat de contenu personnalisé sexuel en ligne. C'est-à-dire, vous voulez vous commander ce qu'on appelle une custom order, vous êtes... Donc, c'est-à-dire une vidéo personnalisée ou un truc... Sur OnlyFans ou quoi, vous êtes criminalisé. Exactement. Et donc, il y a les débats au Sénat ont modifié un peu le texte, l'ont un petit peu plus adouci, entre guillemets. Ouais, entre guillemets, non. En gros, la commission des lois a estimé que si on criminalisait l'achat de contenu personnalisé en ligne, ce serait une atteinte trop grande aux libertés d'adultes consentants qui ont techniquement le droit de s'acheter leurs vidéos personnalisées de cul, quoi. Ils ont dit, peut-être un peu abusé, on va rétro-pédaler un peu, mais du coup, ils sont restés post-audience sur lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne ou, comme ils disent, le proxénétisme 2.0. J'adore 2.0, ça fait un peu genre... c'est vraiment des boomers. Cyber. Ouais, c'est ça. The interwebs. Et du coup, il y a quoi dans cette position de loi? Là, actuellement, en gros, post-audience, ils parlent du coup de lutter contre ce qu'ils appellent le proxénétisme, du coup. C'est-à-dire l'exploitation sexuelle. Ils se sont arrêtés vraiment sur les cas très précis de contraintes, d'abus, de coercition, etc. Et là où ça nous inquiète, c'est que en l'état, on se dit, ok, la loi n'est pas trop dégueulasse. Ils veulent lutter contre les OFM, les mecs qui arnaquent des petites meufs et qui profitent de leur image pour se faire du beurre sur leur dos. On se trouve beaucoup dans les milieux masculinistes où ils vendent des formations pour devenir OFM IA, où en gros tu utilises des IA pour globalement prendre toute la thune d'une travailleuse. Ouais. Quoi, voilà. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis ok, cool. Sauf que ça implique potentiellement de reconnaître qu'il s'agit de proxénétisme. Donc que notre cas de travailleuse du sexe en ligne serait de la prostitution. Or, la Cour de cassation en 2021
2022 avait déjà décidé que proxénétisme égale prostitution égale contact physique avec client, donc ça peut pas concerner les travailleuses du sexe en ligne. Donc là, ça pourrait être une nouvelle innovation législative qui vise à remettre en question cette distinction-là qu'avait mise la Cour de cassation, c'est ça ? En gros, là, oui, ce qui vise, là, le texte en l'état, pour l'instant, il ne bouge pas, mais on sait très bien qu'à partir du moment où il va passer à l'Assemblée nationale d'ici quelques semaines, probablement, ils vont chercher à étendre la définition de proxénétisme. Ou alors c'est déjà le cas, je suis plus sûre. Mais bon, bref, on sait qu'il y a ce risque d'étendre la définition de proxénétisme au virtuel. Et là, du coup, on en vient à ce sujet de la loi de 2016. Ouais. Ça implique de criminaliser le client et tout ce qui va être considéré comme le proxénète. On va rester un petit peu sur le Sénat et puis après on va aussi parler un petit peu de la définition du proxénétisme parce que je crois que dans le chat ils sont peut-être pas forcément tous au courant de tout ça. Mais déjà au Sénat il y avait eu une opposition assez courageuse. Il y avait une sénatrice écolo qui elle était contre alors l'entièreté de la loi, j'ai l'impression. Enfin elle était plutôt... disons qu'elle a eu un message assez essentiel, c'était celui de nous placer au cœur du débat parce qu'il faut savoir qu'ils ont débattu à notre place. Ils n'ont jamais cherché à nous consulter, à connaître notre point de vue. Ils ont parlé de travail du sexe dans des termes absolument odieux. Ça parlait de s'insérer des objets contondants, je sais pas quoi, dans des termes vraiment très dramatiques. Ils aiment bien avoir des trucs un peu graphiques en mode true crime. Oui, et puis s'insérer dans l'orifice, un objet t'as l'impression composé de polymère. T'as l'impression que c'est un rapport de police, tu vois, genre. Ouais. C'est hyper bizarre la façon dont c'est présenté, c'est très dramatisé, c'est très sensationnaliste. Notamment, en fait, c'était beaucoup Laurence Rossignol qui parlait comme ça, donc qui est sénatrice du Parti socialiste, extrêmement abolo, transphobe. On va montrer une vidéo d'elle après. Il y a une vraie méconnaissance en fait quant à notre métier. On n'est pas du tout consulté quand il s'agit de légiférer, là en l'occurrence contre nous. Et du coup, Anne Souyris, c'est la seule qui a évoqué un peu l'idée de nous recentrer un petit peu plus dans le débat, quoi, et d'évoquer les vrais sujets. On parle sur les travailleuses du sexe, jamais avec elles. Et surtout, on oublie systématiquement la question centrale, celle de leurs droits. Et ainsi d'oublier ce qui pourtant devrait être notre doxa républicaine, seuls les droits protègent. Pour finir, mes chers collègues, si vous souhaitez légiférer contre les violences faites aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, ouvrons le débat sur la présomption de salariat dans le secteur pornographique, tant pour les acteurs et les actrices que les camgirls et les camboys avec les plateformes. Vous voulez lutter contre les abus, alors parlons inspection du travail sur les tournages, parlons contrat de travail, parlons responsabilité des employeurs. Vous voulez protéger les personnes, alors parlons droit à l'image, parlons droit à l'oubli. Merci. Ultra basée. Je crois que c'est la seule sénatrice qui a eu un discours c'est vraiment la pro-droit. seule. Le reste, c'était il faut absolument sauver nos jeunes filles de la prostitution, du système prostitutionnel. Il faut absolument couper le mal à la racine parce que, attention, le porno, c'est pas bien. Ça aliène les rapports à la sexualité. Oui, ça avilit la femme. Oui, voilà. Puis ça renforce des biais misogynes chez les jeunes hommes qui vont faire leur éducation sexuelle sur le porno. Enfin, puis oui, voilà, c'était parler de nos conditions de travail dans des termes très graphiques, comme on a dit tout à l'heure. Il y a vraiment une méconnaissance et une incompréhension de ce sujet et on n'est à aucun moment consulté parce qu'on est forcément essentialisé comme étant des victimes et c'est ça qui nous emmerde en l'occurrence. Oui, et c'est intéressant aussi, il y a cette façon-là dont le statut de victime peut aller à l'encontre même de l'intérêt des personnes désignées comme victimes, peut être aussi un frein à ça. Et donc comme tu as expliqué, donc, la première version de la loi, elle était beaucoup plus vénère sur carrément interdire l'achat en soi de contenu personnalisé. Et donc, ce truc-là a évolué. Et forcément, du coup, l'autre camp qui était au Sénat a pas été très très contente. Donc, notamment Laurence Rossignol, donc la fameuse qui parle de s'insérer dans l'orifice des trucs et qui aime bien parler de travail du sexe dans des termes complètement dégradants et déshumanisants. Enfin, elle a une grande violence dans sa façon de parler. C'est vraiment... Et elle était pas contente. Ah, mais ça en dit long sur comment ils nous considèrent, quoi. Mais... Bah oui. Aujourd'hui, le Sénat a examiné une proposition de loi qui, à l'origine, était destinée à permettre de poursuivre et sanctionner les managers, les sites, les plateformes qui font du profit sur les camgirls, c'est-à-dire sur le camming, c'est-à-dire sur ces actes sexuels faits en ligne
sur commande ou stockés par ces plateformes. Donc déjà, là, de base, il y a une demi-vérité. C'est qu'il n'y avait pas que ça. Ouais, il y a aussi Il y du avait coup aussi les l'achat des sites, services. il y etc. avait Ouais, mais aussi tu le- vois qu'elle Ouais. elle y va progressivement, quoi. Et surtout, on voit encore qu'il y a une méconnaissance parce qu'elle parle d'abord de OnlyFans pour ensuite parler de sites de camming. Du coup, qu'est-ce Le camming. que tu targetes en fait? Juste, t'aimes pas les putes, Laurence, dis-le. Oui, bah oui. Oui, elle aime pas les putes, elle aime pas les trans, elle aime pas les queers. Mais de toute façon, Swerve-Terf, Oui, même c'est les combat. mêmes. Or, cette proposition de loi a été totalement dénaturée dans le débat parlementaire. Au lieu de faire ce qui était le bon sens, adapter le code pénal au bon qu'a connu le système prostitutionnel depuis l'ère du numérique. Donc là, on arrive sur les petits buzzwords. Ouais. Adapter le code pénal, un truc. Donc ça veut dire faire subir au TTDS les mêmes choses qu'on fait subir déjà au TDS depuis la loi de 2016. C'est ça concrètement. C'est transposer ce que fait déjà le code pénal au TDS en présentiel, quoi. Donc voilà, adapter le code pénal, le système prostitutionnel qui a fait un bond grâce à Internet. Elle était à ça de dire système prostitueur. Prostitueur. Premier degré, c'est quoi un peu ta réponse sur ce buzzword-là du système prostitutionnel Parce que là où je veux en venir, le chat, c'est que souvent les abolotes, elles utilisent des termes qui sont tellement éloignés de la réalité C'est ça, que y a rien à répondre parce que t'es en mode... Parle de système patriarcal, parle de système capitaliste. Pourquoi système prostitutionnel? Qu'est-ce qu'il implique de si différent du système global, à part le sexe sur lequel tu veux poser une valeur morale qui fait que ça va justifier que tu pètes un câble spécifiquement là-dessus. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Il y a un truc presque complotiste là-dedans. Tu sais, genre, il y a un système qui s'organise pour que des femmes se prostituent. T'es en mode, bah... Oui, c'est vrai que ça fait très un peu mafieux. Oui, je vois. Oui, tu vois. C'est exactement ça. Bien vu. Mais ce qu'on va Bon call. beaucoup retrouver dans leur utilisation du terme de proxénète comme un petit peu vraiment le mec qui est dans l'ombre et qui tire les ficelles. Enfin, tout leur univers a vraiment ce côté-là. Oui, très fantasmé presque en fait. Ouais, Laurence, elle est socialiste, elle n'a pas critiqué le capitalisme. Ah oui, c'est vrai, les OPS. Ça veut pas dire le capitalisme. Après, bon, je vais un peu dire les termes, mais Oui. les plus gros abolitionnistes, ils sont dans la gauche. C'est dommage, ça m'arrache la gueule de le dire, mais clairement... Non, mais c'est embête parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont foncièrement anticapitalistes et qui sont abolos ultra vénères, justement en disant que c'est à cause du capitalisme que quand on aura fait chuter. Ça, c'est pour les plus gentils. Ceux qui disent qu'on aura fait la révolution, ça n'existera plus, t'es en mode bon, écoute, tu peux rêver, tu vois. Mais en effet, à gauche, on retrouve beaucoup des arguments féministes et anticapitalistes pour complètement masquer en fait les réalités du travail du sexe et pour essayer de porter un idéal de société un peu puritain et idéal. Ouais. Très hétéro aussi. Backflip to misogynie au final, parce que c'est essentialisant sur qu'est-ce que devrait être une vraie femme. Une vraie femme ne va pas s'avilir à la sexualité, au fait de servir les hommes. Moi, j'ai pas l'impression de servir les hommes. Qu'est-ce que devrait être une bonne sexualité, quoi. Ouais, voilà. Parce que t'as aussi le truc de la sexualité doit se faire en couple, papa et une maman. dans un cadre si possible conjugal ou qui ressemble au conjugal, etc. Mais bon, le libertinage, tout ça, on n'aime pas trop, les trucs un peu bizarres, BDSM, etc. Voilà, enfin t'as vraiment ce truc-là de papa dans maman et puis après ça fait des enfants, quoi. En fait, on revient très vite à ça et qui est propre aussi à l'histoire, une histoire très puritaine aussi qu'on trouve au Parti communiste, qu'on trouve à l'époque à la SFIO aussi. Mais oui, avec cette idée que le capitalisme mène à la déchéance morale et que face à ça, la classe ouvrière pure et parfaite et qu'une fois que le capitalisme serait détruit, en fait, la classe ouvrière retrouverait sa pureté originelle qui est celle qui ne ressemble pas à ce que font les bourgeois, c'est-à-dire les bourgeois étaient désignés comme ceux étant homosexuels, faisant du libertinage, C'était etc. Lénine qui disait ça, il parlait de décadence sexuelle parmi la classe bourgeoise, etc. Ouais. Et avec ce truc-là t'en as beaucoup qui sont restés à ce truc-là, alors même que à cette période-là, la classe ouvrière avait été mise au pas de force avec des recensements où les gens venaient dans les foyers poser des questions sur l'enfant qui est là, parce que tu sais, souvent t'élevais les enfants de façon un peu communale, t'avais le gosse qui venait, c'était le gosse de la famille d'à côté, et puis t'avais dans les classes notamment paysannes, ouvrières, etc., t'avais pas ce truc-là de la famille nucléaire organisée, etc. Et en fait, ça a été beaucoup, je sais que j'avais lu un truc sur comment ça avait été fait à l'époque victorienne, dans un contexte d'hygiénisme social, où en fait, t'avais des gens pour recenser les personnes, qui, en plus du recensement, ajoutaient aussi des obligations liées aux enfants, c'est-à-dire qu'ils voyaient un enfant, ils disaient, c'est l'enfant de qui? Est-ce que ces deux parents sont bien ceux qui sont mariés, etc., sinon c'est un bâtard? Et en fait, introduire des concepts qui, le concept de bâtard existait dans la classe ouvrière, tu vois, mais des concepts qui, du coup, se mettaient à avoir un sens matériel
matériel qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et ça a été en fait aussi une façon de briser des solidarités non familiales qui existaient aussi dans les quartiers populaires ouvriers, etc., quoi. Et dans les colonies aussi également, exactement. Donc il y a eu historiquement une imposition aussi de ce modèle-là du couple et que les communistes ont un peu utilisé comme gage de supériorité morale face aux bourgeois dans leur lutte aussi. C'est-à-dire se réapproprier ce qu'on leur a imposé pour en faire un capital politique sur lequel lutter et qui a mené du coup à des erreurs historiques de la gauche là-dessus qu'on paye encore. Miss-shot improbable. Mais bref, pardon, c'est un petit Laurence. tunnel. Laurence, revenons à Laurence et son super système prostitutionnel. Depuis qu'il est passé sur le net, la majorité du Sénat a choisi de créer une nouvelle infraction très très difficile à identifier, qui est calée non pas sur la définition de la prostitution ou du proxénétisme, mais sur celle de la traite des êtres humains, et de réduire le champ. Oui, mais ça, c'est pertinent. Mais Il y a attends. déjà une infraction pour la traite d'humains. Pourquoi vouloir parler de proxénétisme alors qu'on a déjà une infraction de traite? Parce que le proxénétisme... Quand on parle de TDS, souvent les abolos ont cet argument de la victime, donc de la traite. Il y a déjà quelque chose pour ça. En fait, nous, ce qu'on voudrait revendiquer dans le TDS et dans le TTDS, c'est d'utiliser cette fraction de traite qui est sous-utilisée pour ne pas criminaliser indirectement les TDS. Parce que la définition, l'application du proxénétisme, je vois pas ce que ça apporte de plus à la traite que de criminaliser indirectement les TDS. On verra la définition du proxénétisme tout à l'heure, mais elle ajoute le fait de pénaliser les personnes qui sont censées être les victimes du système. Tu prends la traite la traite des travailleurs saisonniers migrants, par exemple. Personne ne s'imaginerait interdire par la loi le fait qu'ils s'entraident, qu'ils se donnent des coups de main, qu'ils s'aident mutuellement. Alors que pour le proxénétisme, c'est le truc que tu ajoutes en plus. En plus, tu n'as même pas le droit de t'organiser. Mais c'est là que tu vois qu'il y a vraiment une non-volonté de reconnaître le travail du sexe comme un travail. Ouais. On n'est pas soumis aux mêmes droits, on bénéficie pas plutôt des mêmes droits, on n'est pas sur le droit du travail, on n'a pas ce truc de la traite qui nous protégerait, tu vois, techniquement. Je suis fatiguée. Laurence est très fatigante. Cas dans lesquels une personne serait vulnérable, contrainte ou en situation de soumission à un ascendant. Nous savons que cette définition de la traite, elle est en fait difficile à manier. Pourquoi ? Et qu'elle donne lieu à peu de condamnations. Pourquoi ? Source. Parce que oui, c'est vrai, quand tu regardes les condamnations annuelles pour traite d'êtres humains, il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, parce que c'est Bolloré qui le fait, donc bon, c'est les grands capitalistes, c'est les grands vignerons qui vendent leurs bouteilles hyper chères. T'inquiète, oui, ils font de la traite d'êtres humains pour les vendanges, ouais. Ouais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de condamnations, oui, d'accord. Et même parfois, ils sont même députés RN du Sud-Ouest. Il y en avait un, c'était comme ça, il était député RN, et il y avait il était vigneron, et tu avais une banderole qui dénonçait le fait qu'il utilisait des travailleurs migrants sous-payés, etc. Enfin, bref. Parce que pas assez d'enquête, parce que la sénatrice voudrait que toutes les TDS passent par ce coup près. C'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai voté avec le groupe socialiste contre cette proposition de loi. Parce que nous n'atteignons pas la cible, et il arrive souvent que 3 fois rien, ce soit pire que rien. C'était le cas aujourd'hui. Donc nous continuerons de proposer que les profiteurs du sexe sur Internet puissent être poursuivis et sanctionnés. Les profiteurs du sexe, carrément, genre c'est... Mais après, je veux bien dire, genre, les OFM, ça pue la merde, etc., mais les définir comme nos proxénètes, en fait, c'est partir du principe qu'on est des prostituées, qu'on doit définir, qu'on doit tomber sous la loi de la prostitution, du proxénétisme, et ça, on va le voir après. Ce serait juste horrible pour nous. C'est juste un moyen de nous pénaliser, de nous précariser, de nous ostratiser, et même pour mes frères et sœurs qui sont TDS en réel, depuis 10 ans que la loi du modèle nordique est passée, ils en chient. On revendique full des crimes, full des stigmatisations. Ça, c'est de la merde. Voilà. Ouais. Et c'est une TDS qui vous le dit, plutôt que de laisser les abolos bourgeoises qui pensent savoir mieux que nous, qu'on est forcément des victimes essentialisées, limite objectifiées, pousser un agenda paternaliste et puritaniste. Écoutez-nous, on est dans cette réalité du métier. On sait ce qui est le mieux pour nous. Des assos ont bossé sur le sujet, que ce soit le bus des femmes, que ce soit Amnesty, que ce soit Médecins du Monde, que ce soit le Stras, toutes sont tombées d'accord sur le fait que modèle nordique, pénalisation du client, etc., définition de proxénétisme tel qu'on le trouve ici, c'est juste la merde. Justement, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce qu'il y a des bons proxénètes ? Du coup, on va regarder la définition du proxénétisme pour savoir s'il peut y en avoir des biens. Peut-être qu'il y a des bons proxénètes, on sait pas. Le proxénétisme est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit, déjà c'est très, très, très vaste, quiconque de quelque manière, que ce soit. Alors, aider ou assister ou protéger la prostitution d'autrui. Donc si
par exemple, tu donnes un coup de main à une TDS qui est en rue pour pas qu'elle se fasse tabasser par son client, t'es un C'est exactement proxénète. ça. En fait, ça empêche notre capacité à s'organiser, à se protéger les unes les autres, à se loger, à louer une sécurité, des locaux pour pouvoir exercer en toute sécurité. Enfin là, en l'occurrence, je parle des TDS en réel, mais si on l'étend au virtuel, Ah bah là, on tombe sur le même délire. Ça veut dire que mon bailleur, c'est mon proxo. Donc je vais me faire virer de chez moi s'il apprend que je suis TDS. si tu donnes des préservatifs, t'es proxénète, oui. Ouais. Si je file du sel à ma voisine, c'est proxénète. Bah, peut-être, hein. J'ai une collègue qui dit quand je paye un café à quelqu'un, je lui donne un petit badge disant que tu es mon proxénète parce que je t'ai payé un café. Je trouve ça très mignon. Parce que techniquement, tu as profité, tu as bénéficié de la prostitution d'autrui. Vu que c'est le point numéro 2, de Ouais. tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution. Donc si t'as une personne, son métier au quotidien, c'est prostituer, et du coup, bah, si elle te paye un café, c'est une subside. Si elle aide à payer ton loyer parce que vous êtes coloc, même si elle est présente, voilà, si elle paye le loyer dans ta colocation, bah du coup, tu es son proxénète, le bailleur, bon, il y a rien qui va, quoi. Les impôts ne sont pas proxénètes. Non, les impôts, alors non. Alors par contre, payer ses impôts, ça t'as le droit. Voilà, Devoir ça, c'est un citoyen, devoir. Donc bien l'État n'est pas proxénète. Rien à Ne voir. tire pas profit. Pas du tout. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, c'est l'État. Déjà, c'est l'État. Voilà. C'est exactement. voilà, d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Alors, le troisième point, je trouve que c'est intéressant dans l'amalgame qu'il fait. C'est-à-dire, détourner une personne en vue de la prostitution, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pense que ça renvoie à l'idée de détournement de mineurs, mais quand c'est une personne majeure, si t'es en mode, ah tiens, en vrai, je sais pas, ah ouais, moi, je sais pas, je fais des cams, tu veux, je te donne un coup de main, en vrai, tu devrais essayer, t'as l'air de... Tu sais, genre un truc comme ça, tu vois, genre c'est un oui. détournement en vue de la prostitution. C'est genre, en fait, où s'arrête le détournement, enfin, où commence comment dire, l'image d'Épinal, du méchant Mac qui va groomer une meuf pour la prostituer, et de simplement quelqu'un qui est en mode, bah tiens, partage expérience, ah tiens, ça t'intéresse, bah vas-y, tu vois. Après, rien que les points 1 et 2, en fait, j'ai l'impression que ça annihile notre existence. Ça la rend, sans vouloir le dire, illégale par nature. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une dinguerie. C'est après ça que la loi de 2016 intervient. La loi de 2016, ça se concentrait uniquement sur le fait que c'était légal de se livrer à la prostitution, mais pas de payer pour elle. Ouais. Ce qui fait que ça a eu pour conséquence de pousser les TDS vers encore plus de précarité, de mettre en difficulté leur accès aux soins, leur accès à l'organisation collective, leur accès à des lieux plus sécurisés, parce que du coup, ce qui se passait, c'est que les clients disaient moi, je prends des risques légaux en me payant tes services, donc on va faire le service selon mes modalités, à tel endroit pour que je me fasse pincer. On va pas mettre de capote parce que je prends des risques et j'ai pas envie d'en mettre. Et en fait, ça n'a eu que des effets néfastes sur les conditions d'existence et d'exercice des prostituées. Et parce qu'en fait, alors ça avait été présenté par une immense avancée pour les abolos, parce que avant ça, et je sais pas ce qu'il y avait avant Sarko, mais il y avait eu un grand truc où sous Sarkozy, ils avaient fait passer une loi, celle du racolage passif. La loi jusqu'ici, c'était une criminalisation de ce qu'on appelait le racolage, c'est-à-dire que rechercher des clients, c'est-à-dire en gros, t'es une TDS, t'es dans la rue, t'as une capote sur toi, tu tombes sous la loi du racolage, puisque ça veut dire que tu es en recherche de clients et du coup que tu entraînes d'autres gens à la débauche. Donc il y avait, avant la loi de 2016, c'était vraiment en mode, on va punir les meufs qui vont débaucher les mecs. Mais à ce moment-là, on pouvait même se Ou les dire, mecs genre, qui t'es vont dans la débaucher rue, d'autres mecs. t'existes dans la rue en tant que prostituée. C'est ça. On sait que t'es une prostituée, toi, tu vas juste chercher ton pain. Comment justifier que tu n'es pas en train de racoler? C'est ça. Et en fait, c'était le modèle de la cape. Parce que du coup, les flics, ils te fouillaient. Si t'avais une capote sur toi, t'étais considéré, et que t'avais un peu une tête de pute aussi, bon, voilà, tu pouvais tomber comme racolage. Délit de racolage public, exactement. Ouais, littéralement des succubes, c'est ça. Et c'était pour ça aussi qu'en 75, les putes ont décidé d'investir l'église Saint-Nizier pour contester tout ça. Elles sont allées à une centaine dans l'église pour dire on a marre des violences policières parce que ça justifiait des grosses violences policières. Elles se faisaient retirer la garde de leurs gosses. Il y en a qui ont été incarcérés. Elles ont dit à un moment on en a ras le cul de ces trucs-là. Et je sais pas s'il n'y avait pas eu pour conséquence de minimiser, je crois que du coup c'était à Lyon vu que c'était Saint-Nizier, de minimiser ou d'abroger, ou je sais plus comment ça s'est passé, mais le délit de racolage. Et du coup, les Mais féministes, elles étaient en mode c'est vrai que c'est pas ouf de dire que c'est la faute des meufs, c'est pas très féministe. Donc, on va attaquer le système prostitutionnel. Donc, avec la loi de 2016, donc inspiré de ce qu'on appelle le modèle nordique. C'est-à-dire, vous allez beaucoup entendre des mots comme abolitionnisme, prohibitionnisme. Le modèle nordique, c'est un truc qui... Vous voyez la loi de l'offre en économie, le truc que les droitards, ils vous disent en mode il faut produire et c'est ça qui va driver le capitalisme. Parce que vous savez, la loi de la demande, c'est en mode la richesse se fait parce que les gens consomment.
ce qui est normalement un truc logique parce que les gens achètent des trucs. Et la loi de l'offre, c'est de dire non, la richesse se fait parce que tu crées des trucs et du coup tu crées des besoins pour que les gens consomment. Enfin bref, c'est un Ils truc font beaucoup complètement libéral. l'amalgame avec la drogue. Oui, aussi beaucoup la drogue, c'est vrai. Et Ils du le coup, font pour nous et la drogue. ouais. Et du coup, donc c'est le principe, c'est appliquer le principe de l'offre au travail du sexe et du coup aussi, c'est aussi appliqué à la drogue et de dire non, en fait, ce qu'il faut criminaliser ou réprimer, c'est le fait d'acheter, c'est le fait d'être client et comme ça va naturellement tarir l'offre en fait. Genre, c'est-à-dire qu'en gros, si t'interdis aux gens d'acheter globalement, bah l'offre va disparaître et les prostituées vont disparaître. Et puis puis pour la réalité matérielle des personnes qui exercent toujours, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, hein, et puis voilà, elles se démerdent, elles auront qu'à trouver un vrai travail. Et du coup, donc c'est ça, c'est que il y a eu des bilans, il y a eu plusieurs bilans, que ce soit associatifs, militants, etc., qui ont été faits de cette loi. Je crois qu'il y a aussi des bilans dans le monde de la recherche aussi, je crois qu'il y a eu des trucs qui ont été publiés. C'est possible, ouais. Pour prouver que je crois que dans le domaine de la santé sexuelle, le taux de contamination du VIH avait énormément augmenté chez les travailleuses du sexe, particulièrement migrantes et particulièrement celles qui sont en rue dans les situations les plus précaires. Mais voilà, justement, c'est les personnes les plus vulnérables qui sont d'autant plus touchées par ces mesures-là, quoi. Et parce que du coup, les clients, comme c'est eux qui prennent les risques, quand un mec considère qu'il prend des risques, regardez les entrepreneurs, généralement ça finit très mal, du coup ils exigent encore plus de choses auxquelles les travailleuses n'auraient pas forcément consenti. En fait, ce que je trouve que c'est fascinant, c'est que parfois même ça renforce, en fait ça crée la réalité que pensent dénoncer les abolitionnistes sur le fameux viol tarifé. Et t'es en mode, mais la seule raison pour laquelle les clients se permettent davantage d'outrepasser le consentement des travailleuses, c'est précisément parce qu'ils sont sous le coup de cette loi et que du coup ils se vengent sur la meuf qui est en face, quoi. Mais ces féministes abolitionnistes, elles auront l'impression de faire la bonne chose parce qu'elles se diront on prétend combattre la prostitution et on se donne bonne conscience en se disant oui, mais c'est pas les prostituées qu'on attaque, on veut défendre les TDS, on est juste contre le travail du sexe. Sauf que ça prouve bien par exemple que si t'es contre le travail du sexe, en théorie, en pratique tu vas prendre des mesures qui seront contre les travailleurs et les travailleuses du sexe. C'est ça. Donc, parce que tu mets le rapport de force du côté des clients et du coup, ils peuvent tout se permettre. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait moyen de revenir sur la raison de la difficulté. Tu parlais de la difficulté d'accès aux soins qui a renforcé la loi de 2016. C'est quoi un peu vite fait qu'est-ce qui cause ça ? Niveau stigma, tu vas avoir des difficultés à aller reporter à ton médecin, à t'organiser. En fait, c'est tout ça. C'est que tes conditions d'existence seront tellement amoindries par le fait que tu dois à tout prix planquer que t'es une pute, que tu vas pas chercher forcément les ressources. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, les cas de VIH qui ont explosé, ça a été documenté. C'est plein de trucs qui ont fait que tu ne peux pas aller chercher les ressources parce que t'es trop occupé à te planquer, quoi. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas voir un médecin pour une IST ou un truc comme ça, tu flippes, en gros, que pendant toute la consultation, globalement, le médecin te demande juste de dénoncer ton proxénète au lieu de s'occuper de toi. Et puis même simplement te reporte. Ouais, même t'oses pas lui dire. Parce que, en fait, ce genre de loi s'accompagne aussi de discours extrêmement putophobes et dans lequel du coup, vous savez, on parle souvent dans le champ de l'antiracisme du syndrome méditerranéen, du truc qui est même parfois enseigné dans les écoles de médecine, où genre on va beaucoup plus outrepasser la douleur des personnes racisées parce qu'on estime qu'ils exagèrent, c'est le syndrome méditerranéen, de toute façon c'est les gens qui gueulent. En fait, il y a un petit peu ça aussi pour les TDS, on va tendance à plus minimiser leur douleur, etc. parce que quelque part, un truc de si tu refuses d'être la victime que j'ai en face de moi, c'est que tu l'as bien cherché, tu vois. Et donc t'as un peu ce truc là de stigmatisation et de victim blaming. Victim blaming, ça oui, beaucoup. Puis surtout, du coup, comme tu vas pas donner tous les éléments à ton médecin ou quoi, tu vas pas avoir une prise en charge adaptée forcément, tu vois. Alors Pigeon, bien évidemment, t'as des CEGID, notamment, je sais qu'à Paris, t'as pas mal de CEGID qui ont élaboré leur protocole de prise en charge des dépistages avec des assos trans, des assos TDS, notamment Accept ST, etc., qui eux sont un cadre assez sécurisant, etc. Et justement, c'est un travail militant pour justement renouer ce manque d'accès aux soins qu'ont les TDS, les personnes queer en règle générale et tout. Mais c'est grâce aux initiatives associatives qu'on a ça, et grâce au travail militant, plus que par le bon vouloir des médecins. Oui, clairement. Même encore là, actuellement, il y a un vrai stigma auprès des médecins et surtout auprès des laboratoires quand on veut aller se faire dépister par rapport à notre profession. Ou juste, basic slut-shaming, j'ai envie de vous dire. Il doit y avoir des gens parmi ceux du chat qui ont déjà connu ça. Donc imaginez en tant que TDS, quoi. Et alors là, vous imaginez bien, pour porter plainte pour viol. Ouais, voilà. Genre bon, après, vous imaginez comment ça snowball. Et il y a aussi la question du logement. On parle beaucoup de la question du logement avec Zawa Prod et tout, parce que c'est un truc qui nous a beaucoup touché personnellement. Mais aussi, comme pour reprendre la définition du proxénétisme, tirer profit de la prostitution d'autrui, recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, ça veut dire que techniquement,
comme ton bailleur, la personne qui loue ton appartement, techniquement selon cette loi est ton proxénète, et que la pénalisation des clients, le truc, etc., du coup c'est eux qui peuvent prendre, etc., bah du coup très souvent le réflexe ça va être de te virer en fait complètement. Ouais. Et c'est-à-dire que s'ils apprennent que tu es travailleuse du sexe, même si tu n'exerces pas dans cet appartement, même si tu as un autre espace pour exercer, Ils vont pas vouloir héberger une pute. c'est ça. C'est aussi basique parce que c'est eux qui tombent sous le coup de la loi. Mais puis même au-delà de ça, Et même et au-delà c'est de ça, valable oui, pour juste. les banques aussi, du coup c'est une simple question d'image. Ouais. Genre non, on veut rien avoir à faire avec les putes, c'est sale. Mais là en C'est ça. l'occurrence, il y a vraiment un cadre légal qui fait que ça justifie leur prise de position et c'est super grave quoi. C'est pour ça, je le dis, je le répète, on revendique full des crimes, full des stigmatisations, que ce soit Exactement. pour le TDS virtuel ou pour le réel. Oui, parce que du coup, ça nous permet d'arriver sur le truc réel. Parce que là, du coup, tout ce qu'on a dit sur le proxénétisme, sur la loi de 2016, c'est du coup pour le travail du sexe en présentiel. Et donc là, on a vu du coup cette proposition de loi où on voyait qu'il y avait une tentative des abolotes de le transformer justement en une équivalence totale avec ce qu'on vient de dire sur le travail du sexe présentiel. Pour le travail du sexe, pour le télétravail du sexe. C'est quoi un petit peu dans les conditions d'exercice en ligne ce que la loi telle qu'elle est présentée maintenant à l'Assemblée nationale va modifier, et c'est quoi un petit peu et après on peut arriver je pense sur Sestafosta et un petit peu tout ce qui commence à se mettre en place de criminalisation aussi des espaces en ligne. De toute façon, comme on l'a vu, Laurence Roro, elle cherchait à Oui, j'ai qu'à s'enliser, oui. elle cherchait à criminaliser jusqu'aux sites sur lesquels on exerce, ce qui veut dire que les sites étant considérés comme proxénètes, ils tombent dans l'illégalité, donc ils ferment. Mhm. Donc juste, j'ai plus de boulot en fait. Ouais. Et comment, enfin je vais pas dire réinsérer parce que je suis insérée dans la société, tu vois, mais comment je me reconvertis sachant que en tant qu'ex-pute, qui va vouloir de moi? C'est ça, et c'est le truc dont parlait Anne Soiris dans l'extrait qu'on a vu, quand elle parlait de droit à l'oubli. Et ça, c'est un truc hyper important. Bon, déjà, c'est pas garanti déjà de base pour les gens malins, mais surtout, particulièrement si t'as pas de statut de protection, de droit du travail, des trucs comme ça, on ne peut pas te garantir le droit à l'oubli plus que n'importe quel citoyen pour qui le droit à l'oubli déjà n'existe pas, même si théoriquement c'est censé exister dans les règles européennes, c'est pas du tout appliqué, quoi. Mais non, on va être full discriminé, et clairement là, si c'est appliqué à nous, cette loi, c'est on n'a plus de boulot, on n'a plus de logement, les banques, c'est hyper craignos aussi. En fait, faut vraiment réussir à vivre dans le plus de dissimulation possible, sauf que les sites eux-mêmes, eux, ne pourront pas se dissimuler parce que c'est des sites publics, etc. Donc juste, on tombe à court de boulot. Comment on se reconvertit? Pour beaucoup d'entre nous, je pense, c'est retour à la rue. Donc, mise en danger, conditions d'existence, d'exercice qui vont être précarisées, qui vont être plus, pour certaines, craignos. Après, je tiens à préciser quand même, pour pas faire de hiérarchisation du TDS, qu'il y a certaines TDS en réel qui estiment que c'est plus craignos de passer dans le réel parce que ça implique une exposition au public élargie, donc plus de mise en danger. Ouais. C'est vraiment selon la sensibilité de chacun. T'as différents degrés de danger, on va dire. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment selon la sensibilité de chacun. Et c'est comme, tu vois, le truc qu'on disait, c'est comme le travail classique, en fait. C'est divers degrés de violence, etc., qui sont propres à chacun, à choisir, etc. Mais du coup, voilà, en gros, si ce truc passe tel que Laurence Rossignol le présente, juste en fait on bosse plus, quoi. Et comment on est défendu à partir de là? Parce qu'il n'y a aucune distinction entre victime et travail du sexe consensuel. Oui, parce qu'il parle de l'exploitation sexuelle en ligne, mais comment tu définis l'exploitation sexuelle? C'est-à-dire que, si t'es abolo et que tu considères que tout travail sexuel est une exploitation, dans ce cas, c'est tout, tu vois. Exactement. Après, si c'est juste, par exemple, les arnaques, par exemple, les OFM qui arnaquent les meufs, etc., on peut parler en effet d'une forme d'exploitation. Alors bon, c'est pas juste une exploitation sexuelle, en fait, c'est... là où je veux en venir, c'est que il parle d'exploitation sexuelle, là où les arnaques que mettent en place les OnlyFans managers, c'est des exploitations du travail, tu vois, genre c'est vraiment, c'est pas... Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser, c'est intéressant de s'intéresser, ça veut rien dire, mais t'as capté, mais de regarder les définitions de traite et d'arnaque. Oui. Plutôt que de chercher à vouloir, prendre le proxénétisme, la prostitution, tout ce que ça fait, ça, c'est vraiment criminaliser indirectement les travailleuses. Ça ne nous défend à aucun moment. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui les intéresse, les abolotes? Je suis pas sûre, quoi. Elles, tout ce qui les intéresse, c'est juste d'avoir cette approche paternaliste et de criminaliser le porno parce que juste, elles aiment pas ça, quoi. Ils définissent l'exploitation sexuelle en ligne. Alors, l'exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir dans l'une des circonstances mentionnées dans l'article,
aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d'images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne. Donc en gros, c'est vraiment, t'as un truc de recruter, la transporter, l'héberger, etc. Et t'as vraiment un truc de, bah du coup, c'est... Ouais, ça peut être un rôle de manager, ça peut être un rôle de... Là, on pensait surtout en gros aux studios qui te permettent de faire les de la studios, oui, cam. Pas les studios. Après, on sait même pas exactement, c'est très flou, mais Ouais. on pensait surtout aux studios qui vont te permettre de venir exercer directement dans des locaux plutôt. tu Ouais, vois. ouais. Mais c'est pour ça, en gros, là, le texte en l'état, on s'est un peu dit genre, ouais, bof, on sait pas trop. Mais en fait, ce qui nous inquiète, c'est comment ils voudraient l'amender une fois que ça va passer à l'Assemblée c'est ça. nationale. Parce qu'on sait très bien C'est-à-dire qu'ils qu'une ont fois que c'est un- écrit comme ça, comment ça peut être empiré, Comment ça quoi. va être oui, voilà. Et on sait très bien qu'ils ont un agenda hyper putophobe, hyper anti-porn, donc ils vont chercher à tout prix à pousser cet agenda-là à l'Assemblée nationale. Et ce qui nous fait un peu flipper, c'est qu'on se dit, ben, qui va voter contre ça? Qui prendra le risque de voter contre ça? Parce que c'est tellement stigmatisé que Ouais. même si en soi tu voudrais être pro-TDS, c'est tellement accompagné de discrimination, de honte, etc., qu'il y a peu de gens qui veulent nous défendre publiquement, en fait. Et c'est là qu'on voit, alors pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de voir les rédactions de propositions de loi, en gros, ça vise à, en gros, créer un nouveau statut, c'est celui de l'exploitation sexuelle en ligne. Et ensuite, les autres trucs, c'est en gros, voilà, comment c'est inséré et modifié dans le code pénal, etc. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle définition, en fait, qui serait présente dans le code pénal, code pénal et le code de procédure pénale. Et du coup, tout l'enjeu de la lutte, quand ça va passer à l'Assemblée nationale, c'est à quel point cette définition aggrave, aggrave les conditions de travail des TTDS, mais à quel point en fait ça échoue à viser spécifiquement les arnaques, le truc comme ça. Ok, quitte à ce que ce soit un délit qui a un nom d'exploitation sexuelle, mais qui globalement reprend les mêmes trucs que pour les arnaques classiques, comment le réécrire de façon à ce que ça ne vise que des trucs où vraiment la personne a été lésée des profits de son propre travail, quoi. Donc voilà. T'as vraiment l'impression qu'en fait, ils cherchent à napalmer la forêt au détriment de tout le monde, quoi, alors qu'ils prétendent vraiment nous défendre. Enfin, on n'en voit pas du tout la couleur. Et c'est ça. justement les populations les plus précaires, issues de minorités, etc., qui vont encore plus en pâtir que les autres, quoi. Ça nous amène du coup un petit peu à l'historique qu'il y a sur la répression un peu en ligne. On peut parler de Sesta Fosta, c'est aux États-Unis, je crois. Ouais. Ça fait déjà un petit moment que la question des services sexuels en ligne est énormément visée. Moi, je me rappelle, il y avait eu l'histoire. Alors là, c'est plutôt sur du TDS en présentiel, mais c'est sur les sites de petites annonces. Notamment à l'époque, c'était Viva Street, je crois. Non, c'était pas Viva Street. C'était. Ça devait être Craigslist. Alors, c'était pas la fermeture de Viva Street, je sais plus. Mais bref, en tout cas, c'était des sites qui avaient pignon sur rue. Et du coup, quand, par exemple, pour parler justement, par exemple, de la traite, de l'exploitation, etc., c'était des sites qui pouvaient collaborer avec les inspecteurs, avec des services de police d'investigation pour aider à identifier et démanteler quand les personnes dont les annonces étaient présentes n'étaient pas consentantes, faisaient l'objet d'une coercition, d'un chantage, etc. Et donc pouvoir démanteler ces fameux réseaux de traite en visant vraiment le truc et avec une collaboration avec les sites et qui permettait... Alors parfois, tu avais des travailleuses qui n'étaient pas dans des réseaux de traite et qui pouvaient être visées, etc. Mais ça permettait on va dire, de travailler plus finement à la prévention, on va dire. C'était pas parfait, ça reste la police, ça reste des gens plutôt phobes, etc. Mais par exemple, typiquement, il y avait une campagne féministe pour la fermeture de Viva Street qui a réussi. Et du coup, qui a fait que tout cet accès que pouvait avoir la police pour justement identifier et protéger les situations justement qui étaient vraiment des situations de traite, c'est parti dans la nature. Parce que du coup, les gens, ils sont partis sur d'autres sites avec lesquels la police n'avait pas noué ce genre de lien, etc. Donc en fait, tu as même ce genre de truc où j'ai l'impression que les campagnes de répression du travail du sexe en ligne finissent toujours dans une extension encore plus large du domaine d'action des gens qui veulent exploiter les personnes, justement. Et qui empêche de vivre les personnes qui travaillent à leur compte et qui ne demandent rien à personne. Et qui les pousse dans des retranchements encore plus dangereux, dans des lieux encore plus isolés, etc., que ce soit en ligne ou dans le réel, quoi, comme on disait aussi tout à l'heure. Concernant les trucs de vérification des sites porno, d'ISA et tout ça, au final, les gens vont juste sur des sites qui sont pas régulés, etc. Quoi. Et comme en rue, l'impossibilité de louer un logement, même des trucs Airbnb, etc., pour exercer, donc c'est-à-dire pour faire une passe, etc., ça fait que du coup, et même
En plus que tu rajoutes à ça le statut migratoire, le truc comme ça, bah, ça fait aussi exister des espaces beaucoup plus dangereux, comme Je suis où bannie tu vas dans le Airbnb. bois. T'es banni Airbnb. Je suis bannie Airbnb. Mais du coup, ça fait que tu dois aller exercer dans des endroits qui sont beaucoup moins safe, des endroits qui sont moins protégés, dans lesquels tu as moins le contrôle en fait de l'espace, quoi. J'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient quand est-ce que ça passe à la haine. On ne sait pas d'ici les prochaines semaines. Et la position LFI, c'est difficile à anticiper en fait. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais on va essayer de faire le plus de sensibilisation possible. Pas sûr de réussir à les rallier parce qu'encore une fois, c'est honteux de prendre la défense des TDS. C'est honteux de dire je cautionne le système prostitutionnel. Et puis, il y a des abolos à la fille. Hein. Moi, Après, c'est le on scénar espère que malgré que ce soit débattu, etc., le texte tel qu'il est présent ici et tel qu'on l'a regardé n'évolue pas trop. Mais rien n'est moins sûr, en fait. Ouais, c'est pour ça les gens, il faut en parler. Oui, c'est voilà. pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et on est en d'ailleurs. train d'écrire une tribune actuellement qui va sortir d'ici quelques jours, parce que je vois, ça dit une pétition, genre Strass, etc. On y travaille. Oui, il y a il commence à y avoir un peu une organisation entre vous. On commence, mais ouais, justement, on en parlait aussi. Il faut savoir que les TTDS, c'est un groupe parce qu'on travaille en ligne. Souvent, ça va être des profils un peu isolés, introvertis, des petites meufs qui travaillent toutes seules chez elles devant leur PC. On est souvent très dépolitisés et souvent très isolés aussi. C'est-à-dire que là, actuellement, on n'a aucune expérience en auto-organisation. On commence seulement à tâtonner à ce niveau-là et on est un peu en rade, on sait pas trop comment faire, mais on se démerde et on essaye de jouer de notre influence, de nos contacts pour dire bon bah voilà, faut sensibiliser un max de personnes et faire parler de nous. On espère que ça va être fructueux, mais bah encore une fois, rien n'est moins sûr quoi. Mais l'espoir n'est pas mort et Courage. moi j'ai envie d'y croire. Et Voilà. peut-être que vous êtes en train de faire émerger aussi un mouvement des TTDS C'est qui ce que puisse je me aussi dis avoir aussi. un pouvoir d'organisation. C'est ça. Et Commencer c'est à hyper poser important, quoi. les premières petites briques. Parce que donc d'autant qu'il y a un historique, et donc là on peut arriver sur Sesta Fosta et Oui. tout, donc il y a cet historique-là de la répression. C'était aux États-Unis, c'était ça, c'était Sesta Fosta, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une loi du coup qui était passée sous Trump en 2018 et en gros, pour faire simple, c'était une loi qui tenait pour responsable les sites quant à la promotion ou la facilitation de services sexuels. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de Craigslist, tu postes une annonce disant ben voilà, j'offre mes services sexuels, c'est 200 de l'heure, etc. sur Craigslist. C'est légalement Craigslist qui est responsable. Ce qui fait qu'à grande échelle, ça a mené à une très grosse censure de la plupart des sites parce qu'ils craignaient justement des répercussions légales. Ils se disaient, moi, j'ai pas envie d'être tenu responsable, d'être tenu coupable, tenu pour proxénète, limite, tu vois, de la prostitution d'autrui. Donc juste, je vais couper tout discours qui peut être considéré comme étant sensible, se rapprochant de près ou de loin de la prostitution. Et tout ce qui concernait plus explicitement la prostitution, là, ça a été ban direct. Donc pareil, précarisation des TDS et tutti quanti, quoi. Et donc l'effet un peu qu'a pu avoir la fermeture de Viva Street, aux États-Unis, ça a été ça sur tous les forums où il y avait des petites annonces, mais même simplement les créatrices de contenu qui faisaient de la prévention, qui parlaient de leur vie. Tu sais, alors même le truc, en fait, comme dès que tu parles de quelque chose, les plateformes, elles sont tellement frileuses que dès que ça parle de prostitution, c'est de l'incitation, on coupe tout de suite. Donc il y a eu aussi une censure massive de la parole des travailleuses du sexe. Ou juste dès que tu parles de sexualité. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas considérer comme étant sexuel ou non sexuel, tu vois? Et là, on commence à parler sexualité queer, tu vois, tout ce genre de trucs qui font que, en fait, on va renforcer la standardisation de la sexualité papa-maman. Et tout ce qui s'en écarte va être inévitablement restreint parce qu'on va avoir peur que ce soit une forme d'incitation sexuelle, de prostitution, etc. Enfin, c'est un gros raccourci, mais c'est pour vraiment montrer le schéma que ça prend et les formes que ça peut prendre parce qu'on tombe là-dedans au final. C'est encore une fois, revenons sur la capote. À l'époque, quand il y avait eu les débats, dans le contexte de l'épidémie de VIH sur mettre des distributeurs de capotes dans les lycées publics, la droite était vent debout en disant que c'était de l'incitation à la débauche, etc. Et les militants étaient en mode non, c'est de la prévention en fait. Et en fait, on a exactement pareil, c'est que la prévention est toujours considérée. Et pareil pour la drogue, tu vois. Oui, Nonor parle d'éducation sexuelle parce que c'est assimilé au porno. Exactement. Et il y avait à cette époque-là, je me rappelle 2018, j'étais un gros consommateur de YouTube queer et ça a été aussi une période de démonétisation
démonétisation massive, de shadow banning, de plein de chaînes YouTube qui faisaient de la sensibilisation à l'éducation sexuelle dans un contexte queer, etc. et qui se faisaient toutes complètement shadow ban. Plus aucun annonceur voulait être dessus parce que c'était le sexe et que du coup c'était sale, quoi. C'était crade, c'était du porno, c'était de l'incitation. Ouais, je vois le protestantisme, etc. Il y a effectivement un gros lobby NCOSC aux États-Unis qui est full lobby anti-porn. Enfin, c'était malade. Donc il y a eu ça, donc il y a déjà eu Cessa Fosta qui a fait que du coup, et je pense que c'est ça qui amène aussi à ce que les plateformes, on parlait d'Instagram tout à l'heure, soient vraiment genre nazis sur la modération là-dessus, quoi. Mais pareil, en fait, au-delà des lois, etc., il y a aussi les prestataires de paiement qui jouent là-dedans. Aussi, parce que c'est eux aussi qui décident, on peut accepter d'offrir nos services de paiement, mais selon telle modalité qui vont être incroyablement restrictives, notamment concernant la sexualité. Et si tu peux pas payer sur un site, ce site n'existe simplement pas, il n'a pas de raison d'être, quoi. Donc, en fait, il n'y a plus de modèle économique. Tu censures indirectement. c'est un tel pouvoir, en fait, que c'est vraiment ça qui façonne le discours. Et c'est ce qu'on a vu dans le shift sur Internet ces dernières années. Et c'est pour ça, l'an dernier, j'avais pris la parole concernant le DSA, c'est-à-dire le fait qu'on allait vouloir vérifier donc l'identité le Digital sur... Services Act. Exactement. Qui était en Grande-Bretagne ou en À la base, c'était au UK, il me semble. Mais bon, peu importe, de toute façon, ça s'applique maintenant en Europe. Tu es obligé de te vérifier avec ta carte d'identité quand tu vas accéder à un site pour adultes. Interrogeons-nous sur ce que ça implique de se vérifier avec ses papiers d'identité sur un site où ça va être un tierce party, où t'inquiète, c'est sécurisé. En fait, c'est le tierce party, un truc qui est impliqué avec le book de Palantir, je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, inquiétez pas. Discord, il y a une fuite massive de données où on a vu qu'ils étaient dans le lit de Palantir, les trucs comme ça, genre tout l'espionnage états-unien et tout. Même récemment, t'as des services de l'État qui se sont fait pirater. T'avais tous les numéros de sécu. Persona, voilà, c'était ça, Persona. Et genre, je crois que c'est l'investisseur majoritaire ou un truc comme ça, c'est un book qui est chez Palantir. Mais bien sûr, évidemment, s'ils peuvent récupérer toutes les données numériques et biométriques des gens, ils vont le faire, ils vont pas se gêner. C'est de la data hyper précieuse et pareil, du coup, ça implique qu'il y ait une vérification aussi sur certains sites. Du coup, Discord, Twitter. Et ça va façonner le discours qui est là-dessus aussi. Et on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on considère comme du contenu sexuel, qu'est-ce qu'on considère comme du contenu violent, en quoi ça va bénéficier à la propagande des États en place et en quoi ça va censurer des discours qui sont propres aux gens qui les prononcent et qui sont hyper importants. Voilà. Faut se réveiller. Il y a plein de gens. Je pousse un coup de gueule parce que vas-y, j'ai besoin d'extérioriser. Quand j'ai parlé de ça l'an dernier, on m'a accusé d'être une pédocriminelle parce que vas-y. Non mais voilà, si t'es contre le DSA, que tu veux pas que les mineurs, qu'on se vérifie pour protéger les mineurs, c'est parce que t'es une sale pointeuse qui a envie d'être matée par des gosses, etc. Maintenant, tout le monde s'inquiète de voir que, en fait, on va peut-être interdire les VPN, on va peut-être devoir se vérifier partout sur Internet. Juste, je cherche pas à protéger mes droits. Si, je cherche à protéger mes droits parce que j'ai pas envie d'être au chômage, mais comme n'importe qui aurait pas envie d'être au chômage. Mais il faut comprendre que c'est une conscientisation qui est plus vaste que simplement le TDS. Et je suis saoulée de voir qu'il y a des gens qui sont en mode « mais sale pute, bien fait, et puis de toute façon, t'es qu'une sale pointeuse. » Genre, niquez vos mères, voilà. Je l'ai dit. C'est bien, oui, c'est important de le dire. Je l'ai dit. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est toujours le prétexte des enfants, et je pense qu'on peut embrayons. On peut embrayer sur la suite. Mais c'est toujours le prétexte de la protection des enfants. Alors évidemment, on le connaît surtout sur l'homosexualité, sur la transidentité, sur tous les domaines du sexe, sur la drogue, sur la violence, sur le truc. Il y a ça absolument partout. Et en fait, c'est vraiment une stratégie habituelle de faire le truc de la protection. Alors parce que oui, on parle beaucoup en ce moment de pédocriminalité, de pédopornographie, etc. Mais la répression de la pédocriminalité existe. T'as pas besoin de créer des nouvelles lois. Les lois existent déjà. Elles sont pas appliquées. Pourquoi elles sont pas appliquées ? C'est pas parce que c'est des TDS et que je sais pas, le système prostitutionnel. Non, c'est parce que c'est des putains de Jeffrey Epstein. C'est des putains de mecs blancs de plus de 50 ans qui ont de la thune, etc. Et qui font leur petit réseau tranquille. Et même pas que des gens riches. T'as même des prolos qui ont des réseaux de pédocriminalité, tu vois. Donc en fait, c'est que simplement, pour pas, et surtout là en l'occurrence, le truc dont on va parler, pour les riches dégueulasses conservateurs là qu'on fait le projet 2025 et qui mettent en place le fascisme aux États-Unis et qui mettent en place toutes les lois de répression autoritaire, etc. Bien sûr qu'ils vont protéger leurs potes. Quand ils vous parlent des enfants, ils s'en battent les couilles des enfants. Parce que du coup,
On vient à la suite, pardon, après ce petit rant. Un co-auteur du projet 2025 pris en flagrant délit d'aveu du plan secret des conservateurs visant à interdire la pornographie. Donc, dans un enregistrement réalisé en caméra cachée, Russ Vought, en plus ça s'appelle Vought comme dans The Boys, explique que les lois sur la vérification d'âge ne sont qu'un prétexte pour fermer les sites pornographiques. Oui, parce qu'on vous dit qu'il faut protéger les enfants. Il dit non, c'est pas interdire la pornographie, point barre, même pour les adultes. Du coup, très rapidement, qu'est-ce que c'est que le projet 2025 ? C'est un projet concernant le deuxième mandat de Trump avec des choses pas très joyeuses, dont le fait de vouloir bannir explicitement, alors bannir la pornographie. C'est le projet qu'ils ont. Et puis, maxi coupe budgétaire sur la santé, sur l'éducation, mesures hyper restrictives concernant l'immigration et autres joyeusetés de ce genre. Bien sûr, parce qu'une fois qu'on aura banni la pornographie, il n'y aura plus besoin d'éduquer les enfants. Tout sera parfait. Le monde, les oiseaux voleront et gazouilleront et tout ira bien dans le Et puis on pourra s'intéresser au réarmement démographique aussi. Ah oui, on pourra commencer à faire des gosses parce que franchement, les gens qui jettent leurs semences à terre comme dans la Bible. Et du coup, c'est le truc de la Fondation Vought. Héritage. En tout cas, oui, la Fondation Héritage a participé à l'écriture de ça, en effet. Donc, ils font la pression pour que les lois obligent les sites pornographiques à vérifier l'âge de leurs visiteurs, arguant que les enfants doivent être protégés de la pornographie. Donc, des dizaines d'États ont adopté ou envisagé d'adopter ces lois de vérification de l'âge. Donc, beaucoup d'inspirent des propositions de la CRA, du coup, Center for Renewing America, le centre pour la régénérescence, le renouveau de l'Amérique. Au-delà de la rendre géniale, de la rendre grande, la renouvelle. Mais du coup, alors sur quelle base ? Sur la base de quand il y avait l'esclavage ? Sur la base de quand il y avait... Dans une longue conversation enregistrée clandestinement avec 2 agents infiltrés, un acteur rémunéré et un journaliste du Centre pour le reportage climatique, une organisation britannique à but non lucratif, Vought leur a révélé un secret à peine voilé. Ces lois sur la vérification d'âge ne sont qu'un prétexte pour restreindre plus largement l'accès à la pornographie. Nous avons imaginé une solution concernant la pornographie, faire en sorte que les sociétés pornographiques assument la responsabilité de l'utilisation par les mineurs, a déclaré Vought. Il y a un petit écho sur ces staff hostas là-dessus, faire porter la responsabilité sur les hébergeurs. Donc au lieu que la personne qui visite le site web se contente de certifier qu'elle a l'âge légal. Donc ça veut dire que la responsabilité, c'est pas la personne qui visite le site, c'est l'éditeur du site. Vought a qualifié ça de porte dérobée commençant par les enfants. Ils aiment bien commencer par les enfants. Et a cité les lois sur la vérification d'âge comme exemple d'un levier de combat immédiat que nous pouvons gagner, qui prépare le prochain combat. Si on le pouvait, on instaurait une interdiction nationale de la pornographie, pas vrai ? A-t-il ajouté. Vought a contribué au manifeste du projet 2025 qui affirme dans son avant-propos que toute pornographie devrait être interdite et ses producteurs emprisonnés. Donc voilà, c'est tous les trucs. Restriction des contenus indécents. Qu'est-ce qu'on considère comme un contenu indécent ? C'est quoi un contenu indécent ? Et on a de quoi s'inquiéter concernant la liberté d'expression. Enfin, un premier amendement, c'est ce qui est dit un peu plus bas dans l'article. Il y a de quoi flipper en fait. Bah oui. Qu'est-ce qui est considéré comme indécent, comme sexuel, comme violent, tout ce que tu veux ? C'est eux qui vont en décider selon leurs modalités, selon leur agenda, selon ce qui les arrange à tel instant T. Enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui dépasse le TDS. Le truc, parce c'est que évidemment, le premier truc auquel on pense, c'est l'homosexualité. Et en effet, ça a été, il y a eu des interdictions de livres en Floride, dans l'Arkansas, etc. Donc oui, c'est déjà un petit peu le cas. Mais rien que la prévention sexuelle, par exemple. Est-ce que c'est indécent de faire un contenu qui explique comment mettre une capote pour éviter de choper des IST ? Est-ce que c'est indécent de faire un contenu pour expliquer le fonctionnement des règles ? Est-ce que c'est indécent de faire un contenu pour montrer l'anatomie de la vulve et du vagin pour que les femmes puissent connaître leur corps et leur anatomie et ne pas être à la merci du mec qui va juste faire Z plus V sans battant les couilles. Donc voilà, tu vois, genre c'est vraiment, est-ce que c'est indécent de montrer des contenus qui montrent des relations amoureuses entre une personne noire et une personne blanche ? Fut un temps, c'était indécent. Fut un temps, les relations interraciales étaient considérées comme indécentes. Donc, donc comme c'est dit dans l'article, le sexe est le signal d'alarme concernant la liberté d'expression. C'est ironique de l'entendre le dire aussi clairement, car nous qualifions les lois sur la vérification de l'âge de censure déguisée depuis leur introduction. T'as les militants qui sont en mode « Attention, c'est de la censure déguisée », et là, il y a le mec qui dit « Ouais, c'est de la censure déguisée ». Ce n'est que la première étape, bien évidemment. Ouais, mais c'est pas grave, parce que les putes, elles sont indécentes, et puis ces salopes, et puis les pointeuses, et puis ceci, cela. En fait, le truc, c'est que le porn, c'est tellement viscéral chez la plupart des gens, et il y a un tel engouement sex-neg en ce moment qu'en fait ça tombe super bien, quoi. Et à savoir que la même rhétorique s'applique pour ce qui est considéré comme contenu violent, genre
des vidéos de manifestation, des appels à la manifestation, des trucs qui vont challenger les gouvernements en place, des dénonciations de génocide, parce qu'il y aura eu le mot génocide. Et que génocide, c'est violent quand même. Ouais, C'est violent, on n'a pas le droit. génocide, Mais quand même, ça, attention. c'est des trucs, tu vois, genre je le vois aussi dans mes discours sur Instagram. Tu vois, je suis obligée de censurer tous les mots. Et du coup, en fait, je me dis, comme ça s'applique aussi à ce qui est considéré comme contenu violent, bah, c'est d'autant plus craignos, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à ça parce que dans l'article, l'avocat spécialisé dans le premier amendement s'appelle Bob Corn Revere. C'est vrai que corn, Ouais, c'est la façon dont on censure le mot porn. Ouais. Parce que corn en anglais, ça veut dire le maïs. Alors du coup, c'est. Ils c'est du utilisent maïs. l'emoji maïs souvent. Ouais. Donc voilà, il y a quelqu'un qui me pose la question sex neg, qu'est-ce que ça veut dire? Sex négatif, c'est en gros des personnes qui nourrissent dans leur théorie et dans leur pensée des relations une méfiance vis-à-vis du domaine de la sexualité. Ça se retrouve dans beaucoup de trucs, mais souvent on va parler de dans le cadre du féminisme, ou par exemple le fait de parler de pornographie, de BDSM, de pratiques sexuelles qui ne sont pas dans la norme, entre guillemets, va être considéré comme une porte d'entrée vers la violence sexuelle, vers le patriarcat, etc. Et très souvent, quand on va parler de sexe négatif, ça va être en effet des gens qui veulent restreindre ou lutter contre certaines formes de sexualité et qui ont généralement une méfiance politique envers toute Je sexualité. suis contente que tu aies expliqué parce que pour moi, sex neg, c'était une façon de dire un peu genre le sexe c'est sale. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a une Ouais, portée en fait, t'as toute une politique version autour de ça, quoi. féministe, t'as une version anti-féministe, Ouais. donc t'as plusieurs versions un petit peu de ça. Ça revient au même au fond. Bah, en fait, ça revient au même. C'est un peu un retour de bâton un peu puritain. Et en vrai, après MeToo, c'est logique, en vrai. Qu'il y a un peu Oui. cette digestion-là en mode où bah, il y a eu cette mise en avant de la banalité et de l'ubiquité des violences sexuelles. Donc c'est aussi logique que face à l'impossibilité de lutter contre de façon vraiment efficace, structurelle, etc., et que bah voilà, t'as toujours Darmanin au gouvernement, les milliards contre les violences sexuelles, on les a toujours pas, les places en centre d'accueil, les trucs comme ça, on les a toujours pas, bah que du coup la lutte devienne de plus en plus interne et intériorisée dans nos comportements sexuels à nous, quoi. Ouais, mais attention, on backflip tout misogynie, slut-shaming, puritanisme, etc. En fait, Ouais. c'est surtout ça qui est inquiétant là-dedans. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu te mets à traquer les comportements individuels, ça revient très vite dans la culture du viol, en fait, finalement. Parce que, du coup, t'avais pas la bonne sexualité, quoi. C'est ça. T'étais peut-être un peu trop une pute, voilà. Hein. Une complice du patriarcat et du système prostitueur. Bon, mais on a fait un bon petit tour, hein. Je sais pas pense si qu'on tu a veux... fait un bon petit tour. Je vais juste check si j'avais pas d'autres trucs. Ouais, vas-y. Et même si tu veux conclure aussi sur comment on aide les TDS, que faire... Bah, juste des crimes déstigmatisés. Encore une fois, on en revient au même. Accepter les TTDS comme faisant partie intégrante du système. Considérer notre travail comme un vrai travail et pas comme cette espèce de truc à part, étranger, etc. Et ouais, juste nous intégrer, nous donner les mêmes droits que tout le monde et pas nous discriminer. Enfin voilà, on demande pas grand-chose au final. Mais bon voilà, soyez aux aguets concernant la tribune. Je la partagerai et puis ce sera un peu relayé par certaines assos, par, on espère, les journaux, tout ça. Et puis relayer et puis conscientiser les potes. Hein. Ouais, de fou. C'est ça, c'est que voilà, partager le travail qui est fait par les militants et militantes pro-droit, TDS, TTDS et tout. Et ouais, si vous pouvez, alerter vos élus, je sais pas. Non, mais oui, c'est du travail individuel. T'as un peu l'impression cool, que oui, alerter vos élus, t'envoies un mail, etc. Mais mec, vrai, t'as moyen de... Non, mais oui, clairement, il faut alerter là-dessus et surtout bien comprendre que les mieux placés pour parler de notre condition, c'est nous-mêmes. Ouais. On n'est jamais au centre de ces débats, on n'est jamais au centre de ces lois et il y a un moment où on doit prendre cette place. Mais bon. Encore une fois, c'est quelque chose qui va au-delà du travail du sexe. Et à partir du moment où les gens auront compris ça, je pense qu'on aura peut-être fait un pas en avant, mais ce qui sera pas trop tard. Et c'est un truc sur lequel les abolos, et je pense qu'on peut finir là-dessus, elles se reposent beaucoup sur des stigmates. C'est tu défends le système prostitueur, tu défends la pédocriminalité parce que tu veux pas que littéralement la France entière donne ses données à Palantir, etc. Et en fait, il y a beaucoup ce genre de rhétorique
d'outrance pour justement vraiment paralyser les personnes. Enfin, le côté rayon paralysant, c'est genre. Et en fait, ce qui est le plus efficace pour lutter contre ça, c'est de montrer une majorité ordinaire de personnes, enfin une masse de personnes qui sont en mode non, vos discours ça tient plus, tu vois. Ce que tu me dis sur le système professionnel, je ne vais pas interagir avec ça. Moi, je soutiens les droits. Et toi, parce que tu ne soutiens pas les droits, c'est toi qui soutiens le fait que les travailleuses du sexe se fassent buter en fait. Mais oui. voilà, c'est le truc de ne pas se laisser avoir par ces discours et aussi encourager des gens à dire, même de façon, sans même avoir besoin de faire des grands trucs théoriques, etc. Mais juste dire, ouais, moi je suis pro-droit. Moi je suis pro-droit. Je suis pour les droits des travailleurs. Et même sans avoir besoin de dire quoi que ce soit de plus. Je vois les gens qui disaient harceler vos streamers préférés, etc. Mais en fait, montrer un peu cette évidence que bah c'est pas cool d'être abolo. Genre, tu sais, genre juste, c'est pas cool d'être abolo. Mais parce que très matériellement, oui. ça nous affecte en fait. Ah oui, parce qu'en fait, simplement, c'est une vraie atteinte à nos droits les plus fondamentaux. Que ce soit banque, logement, droit d'existence sans se faire harceler. C'est des trucs qui contribuent directement à notre si vous voulez parler de violences sexuelles, sécurité. c'est ça aussi qui entretient aussi le pouvoir, le pouvoir des clients sur les travailleuses, c'est l'absence de droit du travail. Voilà. Mais Et souvenez-vous que des tas d'assauts ont baqué le fait que des crimes c'était encore la meilleure option pour nous. Même si les abolos vous diront ouais mais non, nous on a des études qui disent que les survivantes elles ont dit que machin, les plus à même pour pouvoir parler de ça, c'est les personnes qui sont toujours qu'elles dedans. ont bien choisi Voilà. dans leur réseau, Ouais, c'est pour ça que en je dis ayant ça. éliminé les anciennes TDS qui n'étaient pas trop d'accord avec elles ou qui étaient un peu en mode oula vous manipulez ce que je dis. Donc voilà, bon, elles font un petit travail de sélection avant. Et enfin moi je suis dedans et je pense être très légitime à en parler. Et même si je sais qu'on pourrait me reprocher d'être privilégiée parce que moi je gagne plus d'argent et puis j'ai plus d'abonnés et plus machin, enfin encore une fois se rappeler que les TDS les plus précaires, les plus isolés n'auront pas forcément soit les outils pour s'exprimer ou juste peur de le faire parce qu'elles vont craindre un stigma trop important, du doxing, du stalking, du harcèlement, du ce que tu veux. C'est des personnes qui vont pas forcément oser prendre la parole parce qu'il y a encore une fois quelque chose de très honteux à le faire. Des personnes qui ne savent comment s'y prendre, on galère à s'auto-organiser. Je le fais parce que j'ai envie d'aider mes collègues aussi, quoi. Enfin... Bah, et merci de le faire et bravo. Hein. Bah merci, voilà, c'est important. Après... Je veux des cœurs dans le chat pour Madeleine là. Oh, quoi Des cœurs pour Madeleine là. Merci. Mettez Bah, des cœurs. Des cœurs pour Cassandre aussi parce qu'il est vraiment très carré sur le sujet. Vraiment un cœur de m'avoir accueilli à nouveau chez Zawa, quoi. Je suis super contente. Et ouais, enfin j'ai pas envie de perdre mon boulot, mais il y a aussi des collègues derrière. Enfin, moi vous êtes trop chou. Et puis même le cul c'est du cul aussi. Hein. Le cul c'est bien. On a le droit d'aimer le cul. Bah oui. Merci. Bah, en tout cas, le chat vous avez été hyper chou. Ouais, si vous avez des petites Ah oui, questions. comment t'as accès au droit du travail avec la décriminalisation? Ah oui, ça veut dire quoi exactement la décriminalisation? Parce qu'il y a des personnes qui disent bah s'il y a décriminalisation, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de statut, il n'y a pas de droit du travail, ça marche comment? En gros, c'est par opposition à la légalisation. La légalisation, c'est-à-dire le droit d'exercer, mais sous condition. C'est-à-dire, va falloir t'enregistrer, on va t'attribuer des zones, on va venir faire des inspections sur ton lieu de travail pour voir que tu suis bien les règles, etc. Ce qui fait que c'est excluant pour certaines travailleuses parce que genre sans papier ou transgenre, etc. Ça va être plus compliqué de s'enregistrer avec des papiers d'identité, etc. Décriminalisation, c'est-à-dire que juste, il va pas y avoir de criminalisation sur cette activité. Ça veut pas dire que c'est un peu, ça veut pas dire que c'est le wasteland. Ouais. Ça veut ça veut dire que le droit du travail ordinaire s'appliquera sans statut spécifique du travail sexuel. Une asso avec d'autres TDS, où est-ce qu'on peut les... Moi, je vous recommande de passer soit par Fédération Parapluie Rouge ou par le STRAS. Là, actuellement, encore une fois, TTDS, c'est un travail qui est tout jeune. On est en pleine auto-organisation. On est en train de dire « Ouais, les filles, c'est le bordel, comment on va faire et tout ?» Donc, on réfléchit éventuellement à créer un collectif. Il n'y a encore rien d'officiel. Ça va aller avec le temps, en fait. Ça tâtonne encore. Et je pense, même il y a pas mal de TTDS qui se dirigent vers les assos TDS classiques. Et donc, généralement, allez-y et demander aussi à être mise en relation avec d'autres TTDS aussi pour... En fait, on parlait que de Far West, là, c'est vraiment le début, j'ai l'impression, d'un mouvement et d'une organisation là-dessus, donc il y a tout à faire. C'est exactement ça, il y a vraiment tout à faire, on essaye de se dépatouiller comme on peut. En tout cas, les gens, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, le chat. Merci encore une fois, Madeleine, d'être venue. Merci à toi, merci à vous. Fuck Laurence Rossignol et Aurore Berger tous les jours. Force aux copines qui ont dû subir les auditions au Sénat avec ces là. Et en tout cas, à la prochaine, merci beaucoup. C'était important d'en reparler. On va en reparler prochainement aussi sur ma chaîne dans un autre format. Je tease un petit peu, mais on va parler un petit peu plus du TDS en présentiel une prochaine fois. Et voilà, merci beaucoup. Merci encore à toi et puis merci à vous. Oui. Vous avez été tellement adorables. Vraiment
Vous hyper avez adorable. été super le chat. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Ciao, ciao. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude. Ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.